Tu sais, parfois tout semble normal, mais au fond de toi, tu ressens qu'il y a quelque chose qui cloche. Cette sensation étrange que personne ne voit, mais que ton cœur insiste à te signaler. C'est comme si la vie t'envoyait des signes en permanence, et toi, tu fais semblant de ne rien remarquer, pensant que ce n'est qu'une idée qui te traverse l'esprit. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si, derrière un sourire, une routine, un « tout va bien », se cachaient des secrets capables de détruire tout ce que tu as de plus précieux? Et si la vérité était juste devant tes yeux, mais si bien dissimulée, qu'elle ne se révélait que lorsqu'il est déjà trop tard? Aujourd'hui, tu vas découvrir une histoire qui ne te laissera pas indifférent. Parce qu'elle ne parle pas seulement de trahison, mais aussi de choix, de dignité, de force et de renaissance. Et peut-être qu'au fond, toi aussi tu es en train d'ignorer certains signes. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire va te montrer que le silence peut cacher bien plus que des mots, et que l'amour de soi est le plus grand cri de liberté qu'on puisse donner. Avant de commencer, abonne-toi déjà à cette chaîne, parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, ressenties et partagées. Et tu ne veux surtout pas manquer les prochains chapitres, n'est-ce pas? Les lumières tamisées du salon se reflétaient dans les coupes de champagne, créant une ambiance élégante et festive. Assise au centre de la grande pièce, Élodie Navarro accueillait les félicitations de ses collaborateurs avec un sourire maîtrisé et un regard affirmé. À 38 ans, Élodie était considérée comme l'une des femmes les plus influentes du secteur de l'événementiel dans tout l'État de São Paulo. Élégante dans sa robe bleu nuit ajustée, elle dégageait une aura de contrôle absolu, même si, au fond, son esprit était ailleurs. « Félicitations, chef. Vous nous inspirez tous », lança un jeune assistant en levant sa coupe. « Merci à vous tous, vraiment. Cette année a été un défi, mais on l'a surmonté ensemble. L'entreprise a connu une croissance de 35%, et c'est grâce à chacun d'entre vous, » répondit Élodie, en trinquant avec ses employés. Les applaudissements résonnèrent dans toute la salle. Près d'elle, Raphaël Menezes, son bras droit depuis 5 ans, observait la scène avec admiration. Ce jeune homme de 31 ans avait toujours eu un profond respect pour Élodie, bien au-delà de son rôle de directrice. Il percevait en elle une force rare, une intensité discrète mais puissante. Un Navarro événementiel, et à la femme extraordinaire qui le dirige, déclara Raphaël en levant sa coupe. Un Navarro événementiel, reprirent tous en chœur. Malgré la chaleur de l'instant, Élodie jeta un coup d'œil furtif vers le coin de la pièce où se trouvait un fauteuil vide. Ce fauteuil avait été réservé pour Thiago Navarro, son mari, comme chaque année lors de la réception annuelle de l'entreprise. Mais une fois encore, il était absent. 4e fête consécutive sans lui. Et cette fois, Élodie ne pouvait plus ignorer le malaise qui l'envahissait. « Il n'est pas venu, encore une fois », murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Ne pense pas à ça ce soir », lui souffla à l'oreille Marina Silveira, sa meilleure amie depuis l'université, une femme vive et intuitive, toujours capable de lire les émotions d'un simple regard. « Tu devrais savourer ton moment. Tu le mérites. » Élodie esquissa un sourire, tentant de repousser les pensées qui s'imposaient malgré elle. Marina avait raison, ce soir devait être une célébration, pas une soirée de doutes et de solitude. La fête continua avec musique, danse, discussions animées et verres levés. Élodie jouait parfaitement son rôle d'hôtesse brillante, distribuant sourires et poignées de main. Mais au fond d'elle, un vide grandissait. Un vide que ni les éloges, ni le champagne, ni la musique ne parvenaient à combler. Vers 1h30 du matin, elle décida de partir. Après avoir confié les dernières consignes à Raphaël, elle quitta le lieu de réception et monta dans sa voiture. Dehors, la nuit était douce et les lumières de la ville étincelaient comme pour compenser l'absence d'étoiles dans le ciel. Durant les 20 minutes de trajet, Élodie se retrouva seule avec ses pensées. Elle se préparait mentalement à la conversation avec Thiago. Depuis des semaines, il était distant, froid, presque absent. Il prétendait être débordé par le travail, mais elle connaissait bien ce genre d'excuses. Et surtout, elle le connaissait lui. En entrant dans leur maison, une belle résidence moderne nichée dans un quartier résidentiel, Élodie constata, sans surprise, que seul le salon était éclairé faiblement. Thiago était assis sur le canapé, absorbé par sa tablette. À peine leva-t-il les yeux quand elle entra. « Déjà rentré ?» demanda-t-il, comme si cela l'étonnait. « Il est 2h du matin, Thiago », répondit-elle en enlevant ses talons. « Tu ne comptais pas venir, encore une fois ?»« J'avais trop de boulot. Tu sais,
le projet du centre d'exposition me prend tout mon temps. Élodie s'arrêta net. Tu aurais pu me prévenir, au moins. Je t'ai envoyé un message, répliqua Théil. Elle consulta immédiatement son téléphone. Rien. Aucun message. Il détourna le regard, haussa les épaules. Peut-être qu'il n'est pas parti. Un silence pesant s'installa entre eux. Élodie le fixa un moment. Son visage lui semblait à la fois familier et étranger. Il avait les mêmes traits, les mêmes gestes, mais quelque chose en lui avait changé. Comme si une distance invisible les séparait. « On doit parler ?» dit-elle calmement, en s'asseyant face à lui. « Pas ce soir, Élodie. Je suis épuisée. »« Et moi, tu crois que je ne le suis pas ? Ça fait des mois que j'essaie de te parler, que je sens quelque chose de différent, et tu refuses de l'admettre. » Thiago passa une main dans ses cheveux, visiblement agacé. « Tu dramatises. Il n'y a rien de grave. Juste une période difficile. » Une période difficile ne justifie pas le fait que tu disparaisses tous les soirs, que tu ne me regardes plus, que tu sois un fantôme dans cette maison. Arrête, Élodie. Je suis fatiguée. On en reparlera demain. Il se leva, l'embrassa distraitement sur le front, et monta à l'étage. Elle resta seule, figée sur le canapé, les mains posées sur les genoux, le cœur en vrac. Quelques heures plus tard, elle se réveilla seule dans le lit. Sur la table de la cuisine, une note griffonnée. « Je suis partie au chantier, je rentrerai tard. Ne m'attends pas. » Rien d'autre. Aucune tendresse. Aucune explication. Élodie appela Marina. « Tu ne vas pas croire. Il a encore disparu. »« Viens ici, on doit parler », répondit son amie sans hésiter. Chez Marina, Élodie s'effondra. Elle raconta tout, l'absence, les excuses, le silence, la distance, la sensation qui lui échappait. « Tu as pensé à... s'il avait quelqu'un d'autre ?» Le silence s'installa. Élodie baissa les yeux. « J'ai peur de poser la question. J'ai peur d'entendre la réponse. »« Tu es forte, Élodie. Tu as bâti ta vie avec courage. Tu peux affronter cette vérité aussi. Mais tu dois la connaître. » Élodie hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle savait que Marina avait raison. Les jours suivants furent un tourbillon. Thiago rentrait tard. Parfois pas du tout. Il prétendait être en déplacement. Il souriait peu, ne la regardait plus. Élodie se noyait dans le travail pour ne pas s'effondrer. Mais au fond, une seule question résonnait. Que se passe-t-il vraiment? Un soir, alors qu'elle travaillait tard au bureau, Raphaël s'approcha d'elle avec 2 cafés. « Vous avez l'air épuisée. » Elle soupira. « Je le suis. Pas par le travail, mais par autre chose. » Et soudain, sans trop savoir pourquoi, elle se confia. Raconta ce qu'elle n'avait dit qu'à Marina. Raphaël écouta, sans interruption. « Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Parce que vous aviez besoin de parler, tout simplement. Et, vous méritez quelqu'un qui vous regarde comme vous êtes. Pas quelqu'un qui vous ignore. » Les mots restèrent suspendus. Élodie sentit son cœur battre plus vite. Elle remercia Raphaël d'un sourire timide. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ressentit quelque chose de nouveau. Une complicité naissante avec quelqu'un qui voyait sa douleur, sans la juger. Mais à la maison, le vide l'attendait. Et au fond d'elle, une certitude douloureuse commençait à prendre forme. Thiago cachait quelque chose. Et bientôt, elle découvrirait quoi? Les jours qui suivirent la réception furent marqués par une tension sourde, un silence étouffant dans la maison d'Élodie. Chaque soir, elle rentrait plus tard, espérant inconsciemment éviter les confrontations inutiles. Mais au fond, elle savait, il n'y avait pas besoin de cris ni de disputes. Le vide entre elle et Thiago criait déjà bien plus fort que les mots. Au petit déjeuner, les conversations s'étaient réduites à des banalités. « Il reste du café », disait-elle simplement. « Merci », répondait-il, sans même la regarder. Pas de baiser. Pas de regard complice. Pas même une trace de chaleur. Un matin, Élodie se leva plus tôt que d'habitude. Elle descendit à la cuisine en silence, espérant quelques instants de paix avant que Thiago n'apparaisse avec son éternelle mine indifférente. Elle s'assit à la table, une tasse de café dans les mains, les yeux fixés sur le vide. Soudain, son regard se posa sur une petite boîte posée près du micro-ondes. Ce n'était pas la lave-veille. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une bracelet fin, en or blanc, délicatement orné de petites pierres claires. Un bijou discret, féminin, élégant. Et ce n'était pas à elle. Elle le saisit entre ses doigts, le cœur battant.
Pendant quelques secondes, elle tenta de se convaincre. Peut-être est-ce un cadeau, une surprise. Mais non. Tiago n'avait jamais été du genre attentionné ces derniers temps. Et surtout, il n'oubliait jamais un cadeau quelque part. Il le donnait. Il faisait le geste. Elle referma la boîte, la glissa dans son sac et sortit rapidement de la maison. Ce matin-là, elle arriva plus tôt que d'habitude au bureau. Raphaël était déjà là, comme toujours, fidèle, organisé, attentif. Il lui apporta un café, comme s'il devinait son humeur. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas trop », répondit-elle en haussant les épaules. Elle sortit discrètement la petite boîte de son sac et la posa sur la table. « Tu veux voir quelque chose ?» Il s'approcha, curieux. Elle ouvrit la boîte devant lui. Raphaël fronça légèrement les sourcils. « C'est joli. Mais ce n'est pas votre style. »« Parce que ce n'est pas à moi, » souffla-t-elle. « Je l'ai trouvé dans ma cuisine ce matin. » Un silence tendu suivit. « Vous pensez qu'il... » ?»« Je ne pense pas. Je le sens. » Raphaël se contenta d'un regard compatissant. Il ne dit rien. Il savait qu'aucun mot ne pourrait vraiment apaiser ce que cette découverte venait de réveiller en elle. Le soir, Élodie rentra chez elle plus déterminée que jamais. Elle voulait des réponses. Elle entra dans la maison, chercha Tiago du regard. Il n'était pas encore rentré. Elle alla s'asseoir dans le salon, bracelet en main. Vers 21h, elle entendit enfin le bruit de la porte d'entrée. Il entra, détendu, comme si de rien n'était. « Tu rentres tôt, pour une fois », lança-t-elle, le ton neutre. « J'avais terminé plus tôt. »« Pourquoi ? Ça te dérange ?»« Non. Mais j'ai quelque chose à te montrer. » Elle lui tendit la boîte ouverte. Il la fixa, un instant figé, puis se reprit. « C'est quoi, ça ? » « Bonne question. C'est ce que je me demande aussi. Tu crois vraiment que je vais aller jusqu'à ramener les bijoux de mes maîtresses ici ? C'est toi qui l'as dit. Je n'ai jamais prononcé ce mot. Tu me soupçonnes sans preuve maintenant ? Tiago, depuis des semaines tu mens, tu m'évites, tu disparais, et maintenant je trouve ça dans notre cuisine. Alors excuse-moi si je commence à poser des questions. » Il soupira, passa sa main dans ses cheveux, visiblement agacé. « Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que c'est tombé de ton sac. Je n'ai jamais vu ce bracelet de ma vie. Et je ne suis pas idiote. Alors quoi ? Tu veux engager un détective ? Fouiller mon téléphone ? Me suivre ? » Elle ne répondit pas tout de suite. Un éclair de décision traversa son regard. Peut-être que je devrais. Peut-être que c'est la seule façon d'avoir des réponses. Il la regarda, surpris par son aplomb. « Tu deviens parano. »« Non, Tiago. Je deviens lucide. » Le lendemain matin, Élodie appela Marina. « J'ai besoin de ton aide. Dis-moi. Je veux savoir ce qu'il cache. Je veux des preuves. » Marina resta silencieuse un instant, puis répondit. « Il y a quelqu'un que je connais. Discret, professionnel. Il pourra t'aider. » Et c'est ainsi que 2 jours plus tard, Élodie engagea discrètement un enquêteur privé. Il s'appelait Leandro, un homme calme, méthodique, habitué à ce genre de cas. « Je ne veux pas le piéger. Je veux juste savoir la vérité, » dit-elle en lui tendant une photo de Tiago. « Je vais être discret. Vous aurez ce que vous cherchez. » Les premiers rapports arrivèrent rapidement. Tiago ne passait pas ses soirées au bureau. Il se rendait régulièrement dans un petit immeuble résidentiel, discret, en périphérie de la ville. Il y entrait seul, mais une caméra de sécurité avait capté son arrivée, suivie quelques minutes plus tard par une jeune femme enceinte. Élodie sentit son cœur se glacer. Enceinte ? Oui. Elle a environ 5 ou 6 mois de grossesse. Et d'après les voisins, elle vit seule. Mais il vient la voir presque tous les soirs. Vous avez son nom ? Pas encore. Mais j'ai des photos. Il tendit une enveloppe. Élodie l'ouvrit, les mains tremblantes. Elle vit Tiago, souriant, marchant aux côtés d'une jeune femme. Brune, fine, le ventre arrondi bien visible. Il lui tenait la main. Dans une autre photo, il posait tendrement sa main sur son ventre. « Je veux tout savoir sur elle », murmura Élodie, la voix brisée. « Je vais enquêter. » Le lendemain, Marina vint la voir au bureau. « Tu as l'air vide, Élo. » Il a une autre femme, Marina. Et elle est enceinte. Marina resta sans voix.
Elle s'assit, la main sur celle de son amie. Je suis désolée. Le pire? Il a cette double vie depuis des mois. Et il continue à rentrer chez moi, à me regarder dans les yeux, à mentir comme si de rien n'était. Tu sais maintenant. Tu peux agir. Et faire quoi? Le chasser? Créer un scandale? Faire semblant que tout va bien? Tu fais ce que ton cœur te dit de faire. Mais ne reste pas figé. Tu ne mérites pas cette humiliation. Quelques jours plus tard, Elodie reçut un nouvel appel de Leandro. J'ai son nom. Elle s'appelle Isadora Ferraz. Elle travaille comme assistante dans la société de Thiago. Il travaille avec elle depuis plus d'1 an. D'après certaines sources, ils seraient ensemble depuis presque autant. Le monde d'Elodie bascula une nouvelle fois. 1 an. Cela faisait 1 an que Thiago menait une double vie. 1 an qu'il bâtissait une nouvelle famille dans l'ombre de celle qu'il avait déjà. Il m'a volé 1 an de vie. Elle raccrocha et resta assise un long moment, incapable de bouger. Son regard se perdit dans le vide. Et au fond d'elle, quelque chose venait de mourir. Le lundi suivant fut le plus long de tous. Elodie arriva au bureau comme un automate. Costume strict, cheveux attachés, maquillage parfait. Rien ne devait trahir l'effondrement intérieur qu'elle vivait. Rien, sauf son regard, vide, absent, noyé dans une mer d'interrogations. Raphaël la vit entrer et comprit immédiatement que quelque chose avait changé. « Vous avez besoin de quelque chose ?» demanda-t-il, inquiet. Elle le fixa quelques secondes avant de murmurer. De silence. Il s'inclina légèrement, respectant l'état émotionnel dans lequel elle se trouvait. Mais au fond d'elle, Elodie bouillonnait. Pas de colère explosive. Non. Une rage froide, contenue, méthodique. Elle ne voulait plus être spectatrice de sa propre vie. Il était temps de prendre les rênes, et de faire tomber tous les masques. Le soir même, alors qu'elle dînait seule devant une assiette qu'elle ne touchait presque pas, son téléphone vibra. Un message de Leandro. Il y a quelque chose que vous devez voir. Je vous envoie les photos dans quelques instants. Elodie sentit son estomac se nouer. Quelques secondes plus tard, les images arrivèrent. Cette fois, Thiago et Isadora étaient dans une bijouterie du centre commercial Altavista. Non seulement ils semblaient proches, mais ils étaient en train d'essayer des alliances. Dans l'une des photos, Isadora posait une bague à son doigt, rayonnante. Dans une autre, Thiago caressait son ventre tout en souriant. Elodie se leva d'un bond. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle fit les 100 pas dans le salon, les mains dans les cheveux. Des alliances. Mon Dieu! Il va l'épouser. Une chaleur violente lui monta au visage. Mais le coup de grâce arriva quelques minutes plus tard, une notification bancaire sur son téléphone. Paiement de $18 000 effectué chez Bijoux d'Or Altavista Mall. Son sang se glaça. Elle ouvrit l'application bancaire. Le compte était le compte commun. Leur compte. Thiago venait d'acheter les alliances avec l'argent d'Elodie. Elle resta là, figée, incapable de bouger. Ce n'était plus seulement une trahison sentimentale. C'était une humiliation totale. Le lendemain, Elodie décida de ne pas se rendre au bureau. Elle avait besoin d'un moment pour reprendre son souffle. Elle appela Marina. Il a acheté des alliances avec MON Argent. Quoi? Je l'ai vu en photo. Il les essayait avec elle. J'ai même reçu l'alerte bancaire. C'est du vol, Elodie. Tu crois que je dois? Bien sûr. Tu dois réagir. Tu ne peux pas le laisser faire. Je ne sais même plus ce que je ressens. De la colère? De la tristesse? De la honte? Je suis complètement perdue. Marina resta silencieuse un instant, puis dit d'une voix calme. Tu veux que je vienne? Oui, s'il te plaît. Plus tard dans la journée, les deux amies étaient installées dans la cuisine, buvant un thé fort. Elodie racontait tout, en détail. Les photos. Le ventre arrondi. Les regards complices. Les alliances. Le paiement. Et tu sais le pire? Je n'ai même plus envie de l'affronter. Je veux juste qu'il disparaisse. Et tu penses qu'il partira gentiment? Tu crois qu'un homme capable de te trahir et de voler ton argent aura un minimum de décence? Non, Elodie. Tu dois agir avant qu'il ne prenne tout. Tu veux dire, un avocat? Oui. Tu dois protéger ce que tu as construit. Il faut te préparer. 2 jours plus tard, Elodie rencontra maître Karine Basto,
avocate spécialisée en droit familial et patrimoine conjugal. Madame Navarro, vous êtes légalement copropriétaire de tous les biens acquis pendant le mariage, mais, si vous avez des preuves d'utilisation abusive du compte commun, nous pouvons agir. Il a utilisé notre argent pour acheter des bijoux pour sa maîtresse. Je veux qu'il paie pour ça. Et vous avez des preuves. Photos. Témoins. Transactions bancaires. Parfait. Alors nous allons constituer un dossier solide. Vous êtes prête à aller jusqu'au bout? Élodie inspira profondément. Je suis prête. Mais l'ironie du sort voulut qu'à peine 2 jours plus tard, Thiago rentre chez lui en souriant. Oui, souriant, comme si tout était normal. J'ai une bonne nouvelle, annonça-t-il en posant son porte-documents sur la table. Élodie resta muette. On a signé un nouveau contrat avec une grande entreprise. On va construire un complexe hôtelier. Elle le regarda, incrédule. Tu crois vraiment que ce genre d'information m'intéresse encore? Il s'arrêta net, déstabilisé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'approcha, le fixa dans les yeux. Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je suis aveugle? De quoi tu parles encore, Élodie? Je parle d'Isadora. Je parle de votre bébé. Je parle de vos alliances achetées avec MON Argent. Il blêmit instantanément. Qui t'a dit ça? J'ai vu les photos. J'ai reçu les alertes bancaires. Je sais tout. Il tenta de se défendre, de bafouiller quelques mots, mais elle le coupa net. Ne mens plus. Je te préviens. Tu es allé trop loin. Thiago s'effondra dans le fauteuil. Élodie. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ah non. Et comment voulais-tu que ça se passe? Que je finance ton nouveau bonheur sans broncher? Je suis désolé. Garde tes excuses. Tu vas bientôt avoir besoin d'un bon avocat. Il releva la tête, inquiet. Tu vas me poursuivre en justice? Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Le lendemain, Thiago ne rentra pas. Il n'envoya ni message ni appel. Élodie en profita pour commencer à rassembler tous les documents que Maître Basto lui avait demandés. Pendant ce temps, Raphaël devenait de plus en plus présent au bureau. Sans rien forcer, sans envahir. Juste là, à ses côtés. Vous avez changé, Élodie, dit-il un soir en rangeant des dossiers. Comment ça? Vous êtes toujours forte, mais maintenant, vous êtes plus vraie. Plus humaine. Elle lui lança un regard surpris, presque touché. Tu crois que c'est une bonne chose? C'est une chose magnifique. Un silence doux s'installa, et pour la première fois depuis longtemps, Élodie sentit un frisson d'émotions différentes. Pas de colère. Pas de douleur. Un espoir timide. Mais elle n'était pas encore prête. Trop de blessures ouvertes. Trop de décisions à prendre. Quelques jours plus tard, Leandro appela à nouveau. J'ai découvert quelque chose d'important. Quoi encore? Isadora n'est pas enceinte. Pardon? Elle a simulé sa grossesse. Tout ça était une mise en scène. J'ai parlé à une source sûre. Elle mentait pour garder Thiago. Élodie resta sans voix. Il est tombé dans le panneau. Oui. Et maintenant, il commence à s'en rendre compte. C'est incroyable. Vous voulez que je continue à suivre l'affaire? Oui. Je veux tout savoir. Et cette fois, je vais frapper fort. Le jour suivant, Élodie se leva avec une énergie nouvelle. Elle ne savait pas exactement d'où venait cette force intérieure, mais elle sentait qu'elle ne pouvait plus reculer. La trahison, la humiliation, le mensonge, tout cela était derrière elle désormais. Elle n'était plus une femme blessée, elle devenait une femme en guerre. Assise à la table de la cuisine, elle relisait les rapports de Leandro, ligne par ligne. Elle analysait chaque photo, chaque indice, chaque information. Et plus elle relisait, plus une seule idée lui revenait. Elle allait reprendre le contrôle de sa vie. Coûte que coûte. Elle appela son avocate, Maître Karine Basto, dès l'ouverture du cabinet. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui, en urgence. D'accord. Je vous attends à 14 heures. Avant de sortir, Élodie fit un détour par le tiroir de Thiago. Elle y retrouva un deuxième téléphone, celui qu'elle avait déjà remarqué, mais qu'elle n'avait pas encore osé fouiller. Cette fois, elle alluma l'appareil. Il demandait un code. Elle essaya plusieurs combinaisons jusqu'à ce qu'une d'elles fonctionne.
la date de naissance d'Isadora. Le téléphone s'ouvrit. Elle resta un instant abasourdie par la quantité de messages échangés. Des mots doux, des photos intimes, des promesses, des projets. Dans l'un des messages, Thiago écrivait « Dès que j'aurai finalisé les papiers, je viendrai vivre avec toi. On pourra enfin être une vraie famille. » Élodie se sentit glacée. Elle avait besoin de montrer tout cela à son avocate. À 14 heures précises, elle franchit la porte du cabinet. Maître Basto la reçut avec professionnalisme, mais aussi une certaine admiration. Élodie dégageait une énergie nouvelle, presque intimidante. Voici le téléphone. Vous y trouverez tous les éléments pour prouver la liaison et l'intention de rupture unilatérale, ainsi que l'usage abusif des fonds communs. L'avocate feuilleta les messages, les sourcils froncés. C'est plus que suffisant. Nous pouvons lancer une procédure pour appropriation frauduleuse de biens communs, usage abusif de ressources, et rupture du contrat matrimonial avec intention malveillante. Je veux tout. Je veux qu'il réponde de tout ce qu'il a fait. Vous êtes prête à aller jusqu'au tribunal? Je suis prête à le regarder tomber. Pendant ce temps, Thiago était de plus en plus tendu. Isadora lui paraissait différente. Plus distante. Elle avait cessé d'être douce, et ses exigences devenaient pressantes. Tu m'as promis qu'on partirait ensemble après les alliances, répétait-elle sans cesse. Je t'ai dit que ce n'est pas le bon moment. Tu ne vois pas tout ce que je gère? Non, Thiago. Ce que je vois, c'est que tu commences à douter. Je n'ai pas besoin de doutes supplémentaires. Je suis déjà sous pression. Isadora croisa les bras, l'air froid. Alors tu ferais mieux de ne pas oublier ce que tu m'as promis. Ce soir-là, Thiago rentra plus tôt que d'habitude. Élodie l'attendait, sereine, assise dans le salon, un dossier à la main. On doit parler. Il fronça les sourcils, sur la défensive. Encore? Oui, encore. Et cette fois, ce ne sera pas une discussion, ce sera une information. Elle lui tendit un papier. Voici la convocation officielle pour l'audience. Tu es poursuivi pour usage abusif de fonds conjoints, escroquerie conjugale et appropriation illégale. Thiago resta sans voix. Tu plaisantes? Pas du tout. Tout est là, photos, preuves, transfert bancaire, message. Il la fixa, abasourdi. Tu veux vraiment salir notre nom en public? Tu l'as déjà fait. Je ne fais que révéler ce que tu caches. Il déchira les papiers d'un geste brusque. Tu crois que tu vas m'abattre comme ça? Je suis Thiago Navarro. Non. Tu étais Thiago Navarro. Maintenant, tu n'es qu'un homme qui a menti, volé, trahi, et qui va en répondre. Les jours suivants furent un ouragan. Les premières rumeurs circulaient déjà dans le monde des affaires. Certains clients appelaient Élodie en privé pour lui témoigner leur soutien, d'autres restaient silencieux, mal à l'aise. Mais ce qui acheva Thiago, ce fut l'article publié dans une revue économique locale, racontant toute l'affaire, la liaison, les dépenses, la plainte, le scandale. Il appela Élodie, furieux. C'est toi qui as lancé ça? Moi? Non. Mais quand on joue avec le feu, il faut s'attendre à brûler. Tu veux me détruire? Non, Thiago. Tu t'es détruit tout seul. Pendant ce temps, Isadora commençait à perdre le contrôle. Elle sentait Thiago s'éloigner, fuir les conversations. Et surtout, il avait découvert que la grossesse était fausse. Tu m'as menti? Hurla-t-il en claquant la porte de son appartement. C'était la seule façon de te garder avec moi. Tu m'as piégé. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Tu m'as utilisé. Et il partit, la laissant seule, désespérée, criant dans le couloir. Élodie, elle, sentait que tout était en train de tourner. Un soir, alors qu'elle terminait tard au bureau, Raphaël entra dans son bureau, hésitant. Je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Je vous admire. Pas seulement comme professionnelle, mais comme femme. Vous êtes forte, digne, incroyable. Elle le regarda, troublée. Tu es quelqu'un de très spécial, Raphaël. Un silence intense s'installa. Je suis là. Si vous avez besoin. Toujours.
Et sans un mot de plus, il sortit. 2 jours plus tard, Thiago revint à la maison, les yeux cernés, le visage creusé. Je veux parler. Trop tard. Je veux réparer ce que j'ai fait. Il n'y a plus rien à réparer. Il s'agenouilla. Pardon, Élodie. Pardon. Je ne veux plus tes excuses. Je veux ma paix. Et elle tourna les talons. Depuis que Thiago était revenu en suppliant, Élodie n'avait plus ressenti ni colère ni tristesse. Juste du mépris. Un vide clair, glacial, qui lui permettait de garder la tête haute. C'était comme si son cœur s'était blindé, scellé à double tour. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Seulement pour la vérité. Elle avait décidé de lui laisser une dernière nuit dans la maison, uniquement parce qu'elle voulait le voir s'éloigner de ses propres yeux. Le lendemain matin, elle descendit dans la cuisine, le trouva en train de préparer du café, comme si rien ne s'était passé. « Tu veux un café ?» demanda-t-il, la voix presque timide. Elle le regarda, incrédule. « Non. Je veux que tu sois parti avant midi. » Il baissa les yeux. Il s'y attendait. « Tu m'as jeté à la rue, Élodie. Tu t'es jeté toi-même. » Sans lui accorder un mot de plus, elle prit ses clés et partit au bureau. À son arrivée, Raphaël l'attendait déjà avec les documents pour la réunion de l'après-midi. Mais dès qu'il la vit, il sut. Il est parti? Aujourd'hui, oui. Définitivement, j'espère. Vous méritez d'être en paix. Elle lui sourit, un sourire discret mais sincère. Merci d'être toujours là. Ce n'est pas un effort. Il se tut, comme s'il allait trop loin. Elle détourna doucement les yeux, gênée par cette tendresse silencieuse qui commençait à s'infiltrer entre eux. Elle n'était pas encore prête. Pas maintenant. Dans l'après-midi, elle reçut un appel de son avocate. « Maître Basto ? J'ai reçu des informations inattendues, je préfère que vous veniez au cabinet. » Le ton sérieux de l'avocate l'inquiéta. 1 heure plus tard, elle s'asseyait dans le grand fauteuil de cuir noir face à son bureau. « Dites-moi. Nous avons poursuivi les vérifications financières comme vous nous l'aviez demandé. Et nous avons découvert quelque chose de plus grave. » Quoi encore? Thiago a falsifié des signatures. Il a utilisé votre nom pour garantir des contrats et faire des emprunts. Élodie sentit son souffle se couper. Qu'est-ce que vous racontez? Il a monté une société écran. Il a signé plusieurs documents en votre nom, et il a utilisé vos données personnelles pour obtenir des financements. C'est un délit. Oui. Et ça peut vous impliquer si nous ne réagissons pas immédiatement. Je vais le poursuivre jusqu'à son dernier centime. Je ne vais pas porter le fardeau de ses crimes. En sortant du cabinet, Élodie se sentait prise dans un vertige. Ce n'était plus une histoire de trahison sentimentale. C'était une fraude, une manipulation juridique, un cauchemar administratif. Elle appela Marina en panique. Il a usé mon nom pour des emprunts. Je suis liée à des dettes dont je n'étais même pas au courant. Il faut faire une déclaration officielle. Dépose plainte. Prends un avocat pénaliste si besoin. Il n'en restera pas impuni. Il m'a volé plus qu'un mariage. Il a sali mon nom. Pendant ce temps, Thiago vivait chez un ami, désespéré, ruiné, harcelé par des créanciers. Isadora, elle, avait disparu. Après avoir été démasquée sur sa fausse grossesse, elle avait quitté la ville sans prévenir. Un soir, Thiago tenta de rappeler Élodie. Elle refusa l'appel. Puis un deuxième. Puis un troisième. Enfin, elle décrocha. « Qu'est-ce que tu veux ? On doit parler. Je peux réparer les choses. » Tu ne répares rien. Tu mens, tu trahis, tu voles. Tu es un naufrage ambulant, Thiago. J'ai tout perdu. Et moi? Tu crois que je n'ai rien perdu? J'ai perdu mes nuits, ma dignité, mes certitudes, et tu voudrais qu'on parle? Je t'en supplie? Ne supplie pas. Prépare-toi. Tu vas devoir répondre de chaque signature, de chaque contrat frauduleux. Et elle raccrocha. Les semaines suivantes furent un champ de bataille. Les avocats de Thiago proposèrent un arrangement à l'amiable. Élodie refusa catégoriquement. Il m'a fait passer pour complice.
Il va répondre devant le juge. Le procès fut programmé. Les journaux commencèrent à en parler. Les magazines à sensation se régalaient du scandale. L'image de Thiago s'effondrait. L'homme d'affaires charismatique était désormais un fraudeur aux yeux du public. Et pourtant, dans toute cette tourmente, une chose nouvelle naissait, la reconnaissance d'Élodie. Elle devenait un symbole de résilience, une voix pour les femmes trompées, abusées, manipulées. Elle fut invitée à des conférences. Des femmes la contactaient, lui racontant leurs histoires, la remerciant pour son courage. Un soir, Raphaël entra dans son bureau. « Vous savez, je ne vous ai jamais vue aussi lumineuse. »« Lumineuse ? Tu plaisantes. Je suis au milieu d'un chaos. »« Peut-être, mais vous vous tenez droite au centre de la tempête. Vous êtes brillante. » Elle le regarda longuement. Il n'avait jamais été aussi sincère. « Tu es un homme rare, Raphaël. » Il baissa les yeux, un peu troublé. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais ce que je ressens. » Elle posa doucement la main sur la sienne. « Tu ne me mets pas mal à l'aise. Tu m'aides à me reconstruire. » Un silence doux s'installa. Pas besoin de mots. Plus tard, chez elle, seule, Élodie regarda par la fenêtre. La pluie tombait lentement, paisiblement. Elle se sentit différente. Brisée, oui. Mais reconstruite autrement. Plus forte. Plus vraie. Elle se leva, alla chercher son carnet de notes. Et elle écrivit en haut de la page. « Ce que la vie m'a pris, je vais le transformer en force. » Le jour du procès approchait, et l'air autour d'Élodie semblait plus lourd à chaque pas. Les semaines qui précédaient l'audience étaient remplies de réunions avec ses avocats, de dossiers à relire, de documents à signer. Tout était prêt. Les preuves s'accumulaient comme une montagne infranchissable pour Thiago, et pourtant, une étrange nervosité persistait. Pas une peur, non. Une anticipation. Une tension mêlée à un sentiment de revanche. Chaque soir, en rentrant chez elle, Élodie s'installait dans son salon silencieux et se permettait quelques minutes de solitude. Pas de musique, pas de télévision. Juste elle, son souffle, et le poids du passé qu'elle sentait peu à peu s'effacer. Elle regardait souvent par la fenêtre, se demandant comment elle avait supporté autant, aussi longtemps. Mais maintenant, elle savait, le silence n'était pas force, c'était résignation. Et elle avait décidé de ne plus jamais se taire. Un vendredi matin, alors qu'elle s'apprêtait à partir au bureau, elle reçut un message de son avocate. Le juge a validé la demande d'audience publique. L'affaire sera médiatisée. C'est une opportunité de faire entendre votre version. Préparez-vous. Élodie resta un instant immobile, téléphone en main. Une audience publique. Tous allaient entendre son histoire. Mais cette fois, ce n'était pas de l'exposition. C'était la vérité mise en lumière. Elle leva les yeux vers le miroir du couloir. Elle y vit une femme différente de celle qu'elle était quelques mois auparavant. Plus froide, oui. Plus ferme. Mais d'aussi plus digne, plus entière. « Tu vas parler, et ils vont t'écouter », murmura-t-elle à son reflet. Au bureau, Raphaël la reçut avec son habituel café à la main. « Bon courage pour aujourd'hui. »« Merci. Tu crois que tout ça vaut la peine ?» Il lui sourit doucement. « Vous êtes la preuve vivante que la vérité finit toujours par gagner. Et je suis fière de travailler à vos côtés. » Élodie détourna les yeux, émue. Il avait ce talent étrange de toujours dire ce qu'elle avait besoin d'entendre, au moment exact. Le jour du procès arriva enfin. Les médias s'étaient massés à l'entrée du tribunal. Photographes, caméramens, journalistes vociférant des questions absurdes. Élodie sortit de la voiture accompagnée de son avocate. Elle était vêtue d'un tailleur crème, sobre, élégant, et d'un regard inébranlable. Digne. Intouchable. Majestueuse. Thiago arriva quelques minutes plus tard, visiblement plus amaigri, les traits tirés. Il tenta d'éviter les regards, dissimulés derrière des lunettes noires. Mais les murmures des journalistes ne cessèrent pas. Le fraudeur amoureux. Le mari infidèle et escroc. Il a volé sa propre femme. Il grimaçait à chaque mot, sentant son image s'écrouler plus vite que ses finances. Dans la salle d'audience, le silence était pesant.
Le juge entra, les avocats se levèrent. L'affaire fut introduite avec sobriété, mais dès les premières minutes, l'avocate d'Élodie frappa fort. Documents, relevés bancaires, capture de messages, copie de contrats falsifiés. Tout y était. Une démonstration implacable. Thiago, acculé, tentait de justifier. J'étais sous pression. Je pensais que ce serait temporaire. Je comptais tout régulariser. Mais le juge restait de marbre. Monsieur Navarro, vous avez utilisé le nom de votre épouse pour contracter des prêts. Vous avez falsifié des signatures. Vous avez utilisé les fonds communs à des fins personnelles, sans consentement. Ce n'est pas une erreur. C'est un délit. Élodie, elle, écoutait sans broncher. Chaque mot du juge était comme une pierre posée sur la tombe de son ancien mariage. À la fin de l'audience, le verdict fut suspendu, mais déjà, les visages étaient éloquents. Thiago allait être reconnu coupable. En sortant du tribunal, les journalistes se ruèrent à nouveau sur elle. Madame Navarro, que ressentez-vous? De la justice en cours. Et beaucoup de paix. Elle ne dit rien de plus. Pas besoin. Le monde avait entendu. Le monde avait vu. Le soir même, Marina vint lui rendre visite. Tu as été incroyable. Tu étais impériale. Élodie sourit. Je me sens plus libre que jamais. Et maintenant? Tu vas faire quoi? Elle haussa les épaules. Vivre. Peut-être voyager. Peut-être écrire. Peut-être aimer à nouveau. Et Raphaël? Élodie rougit légèrement. Il est là. Doux, discret. Il ne me presse pas. Il attend. Et je crois que, je commence à me demander si j'ai envie qu'il attende encore longtemps. 2 jours plus tard, elle retrouva Raphaël dans un café en terrasse, loin des dossiers, des signatures et des affaires juridiques. Il la regarda longuement. Vous souriez différemment aujourd'hui. C'est le sourire de quelqu'un qui a enterré le passé. Et qui regarde l'avenir. Elle lui tendit la main par-dessus la table. Tu veux marcher avec moi vers cet avenir? Il la prit sans hésiter. Depuis toujours. Leur regard se croisa, sans urgence, sans peur, sans cicatrice. Juste 2 âmes enfin prêtes à vivre quelque chose de vrai. Et au loin, derrière elle, le bruit des chaînes du passé s'éteignait. Le soleil s'était levé ce matin-là avec une clarté inhabituelle. L'air semblait plus léger, presque neuf, comme s'il annonçait un changement profond, une fin de cycle, un début de quelque chose de meilleur. Élodie ouvrit les volets de sa chambre et inspira profondément. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix. Vraiment. Cela faisait maintenant 2 semaines que le jugement avait été prononcé. Thiago Navarro avait été reconnu coupable de fraude, d'abus de confiance et d'usage illégal des biens communs. Il avait écopé d'une peine avec sursis, d'une lourde amende et d'une interdiction temporaire d'exercer dans le secteur des affaires. Mais pour Élodie, la plus grande victoire n'était pas celle du tribunal. C'était sa propre libération. Elle s'habituait petit à petit à cette nouvelle vie. Silencieuse, oui. Mais douce. Elle avait vendu la maison, trop pleine de souvenirs, et s'était installée dans un appartement lumineux, près d'un parc, avec des plantes, des rideaux clairs, des livres ouverts sur les tables. Un chez-soi à son image. Calme, élégant, libre. Elle avait aussi changé son rythme de travail. Elle ne passait plus ses journées à courir de réunion en réunion, à accumuler les responsabilités. Elle avait appris à dire non, à poser des limites, à s'écouter. Et surtout, elle écrivait. Chaque soir, après le dîner, elle s'asseyait devant son carnet, et les mots coulaient. Ce que j'ai traversé n'est pas une fin. C'est une transformation. Une renaissance. Un jour, Raphaël lui rendit visite dans son nouvel appartement. Il tenait un petit paquet entre les mains. Ce n'est rien de spécial. Mais j'ai pensé à toi. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un petit carnet de cuir brun, gravé de ses initiales, EN. Pour que tu continues à écrire. À raconter ton histoire. Elle fut émue. Elle posa le carnet sur la table, puis leva les yeux vers lui. Tu sais, je me suis souvent demandé pourquoi tu étais toujours là. Parce que tu m'inspires. Et parce que, je crois que je suis tombé amoureux de toi, bien avant que tu t'en rendes compte. Un silence délicat s'installa.
Élodie baissa les yeux, puis répondit, d'une voix douce. Et moi, je crois que je commence enfin à me sentir prête à aimer. Raphaël sourit, s'approcha, et lui prit la main. Pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Je suis là. À ton rythme. Merci, murmura-t-elle. Pour ta patience. Pour ta lumière. Quelques jours plus tard, Élodie reçut un appel inattendu. C'était une éditrice d'une grande maison d'édition parisienne. Nous avons entendu parler de votre histoire. On m'a dit que vous écriviez. Auriez-vous envie d'en faire un livre? Élodie resta sans voix pendant quelques secondes. Un livre? Oui. Votre parcours peut toucher des milliers de femmes. Ce serait un témoignage puissant. Elle hésita, puis répondit. Oui. Je veux le faire. Pour moi. Pour les autres. Le projet devint réalité en quelques mois. Le livre, intitulé Sous le même voile, fut publié en grande pompe. Un mélange de récits personnels, de confidences intimes, de leçons apprises à travers les épreuves. Un miroir tendu à toutes celles qui se perdaient dans des relations toxiques. Le soir du lancement, la salle était pleine. Des femmes de tous âges, des journalistes, des collègues, et au premier rang. Raphaël, les yeux brillants d'émotion. Élodie monta sur scène, vêtue d'une robe blanche fluide. Elle prit le micro. Ce livre n'est pas une vengeance. C'est une libération. Je l'ai écrit pour celles qui se taisent, qui pardonnent trop, qui se sacrifient sans s'en rendre compte. J'ai compris que l'amour ne doit jamais faire mal, et que la vérité, même douloureuse, est toujours plus belle que le mensonge. Les applaudissements résonnèrent, longs, sincères, émouvants. Plus tard, alors qu'elle signait les exemplaires pour les lecteurs, une jeune femme s'approcha timidement. Merci. Vous avez mis des mots sur ce que je n'arrivais pas à dire. Grâce à vous, j'ai eu le courage de partir. Élodie lui prit la main avec douceur. C'est vous qui avez eu le courage. Je n'ai fait que raconter mon histoire. Quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait dans le parc avec Raphaël, elle s'arrêta un instant, le vent caressant ses cheveux, les feuilles dansant autour d'eux. Tu sais ce que je ressens? Quoi? La vie m'a donné une deuxième chance. Et cette fois, je veux la vivre sans compromis, sans masque, sans voile. Il la regarda intensément. Alors vivons-la ensemble. À visage découvert. Elle sourit. Et cette fois, ce n'était pas un sourire de survie. C'était un sourire de renaissance. Et voilà, chers amis, notre histoire touche à sa fin. Une histoire intense, bouleversante, profondément humaine, qui nous a fait passer par une palette d'émotions de la colère à la compassion, de l'injustice à la victoire, de la manipulation au pardon, de la douleur à la renaissance. Peut-être que certains d'entre vous se sont reconnus dans les pas d'Élodie, cette femme qui, au départ, n'était qu'une épouse effacée dans sa propre maison, rejetée, mise de côté, humiliée par sa belle famille et presque oubliée par l'homme qu'elle aimait. Une femme comme tant d'autres, qui a appris à s'élever non pas par vengeance, mais par amour-propre. Par la volonté de se respecter, de se reconstruire, de devenir une femme libre, forte et digne. Ce que nous avons vécu ensemble à travers cette histoire, ce n'est pas seulement une fiction dramatique. C'est un miroir de la vie réelle. Car oui, combien de femmes, combien d'hommes aussi, vivent sous le poids des attentes familiales, des manipulations émotionnelles, de ces silences toxiques qui rongent l'âme à petit feu? Combien acceptent l'humiliation quotidienne simplement pour préserver une image, une façade de bonheur? Mais la vérité, c'est que le bonheur ne réside pas dans l'acceptation de l'injustice. Il ne se trouve pas dans le sacrifice silencieux de soi-même au profit de ceux qui abusent de leur pouvoir affectif. Regardons une dernière fois Élodie. Souvenez-vous d'elle au début. Timide, hésitante, pleine de bonne volonté, croyant qu'en cédant à tout, elle obtiendrait l'amour et le respect. Mais ce qu'elle recevait, c'était le mépris, la domination, l'isolement. Et pourtant, elle n'a pas laissé cette douleur la détruire. Elle a pris cette douleur et en a fait une force. Elle a transformé son silence en voix, son abattement en dignité, sa solitude en détermination. Elle n'a pas eu besoin de crier pour se faire entendre. Elle n'a pas eu besoin de se venger pour triompher. Elle a simplement choisi de ne plus se taire. Et parfois, dans la vie, il suffit d'un seul geste, d'une seule phrase, d'un seul pas pour changer une trajectoire entière. Et Julien? Ah, Julien! Cet homme perdu entre son amour pour sa femme et son attachement à une famille destructrice. Un homme qui,
pendant longtemps, a préféré la paix apparente à la vérité inconfortable. Qui a fermé les yeux pour ne pas avoir à choisir. Mais la vie nous pousse, tôt ou tard, à affronter ce que l'on fuit. Et quand il a enfin vu clair, il a compris. Il a compris que l'amour véritable n'écrase pas. Que aimer, ce n'est pas obéir aux caprices d'une mère possessive ou couvrir les mensonges d'une sœur jalouse. Que aimer, c'est protéger, c'est écouter, c'est se tenir debout à côté de l'autre, même quand la tempête fait rage. Et il a appris, certes tard, mais mieux vaut tard que jamais. Il a choisi d'être un vrai mari, un vrai père, un vrai homme. Et Sophie et Hélène, elles aussi nous laissent une leçon. Une leçon sur ce que la rancune, la jalousie, le besoin de contrôle peuvent faire d'un être humain. Elles pensaient tout posséder. Elles pensaient pouvoir tout manipuler. Elles croyaient que l'amour familial pouvait être conditionné, qu'on pouvait acheter l'affection ou forcer la loyauté par la peur ou la culpabilité. Mais elles ont perdu. Non pas parce qu'Élodie les a vaincues, mais parce qu'elles se sont détruites elles-mêmes. Leur haine les a isolées. Leur fierté les a enfermées. Leur mensonge les a éloignées de ceux qu'elles disaient aimer. Et c'est cela aussi, une vérité de la vie. Tout ce que l'on sème, on finit par le récolter. Alors toi, cher spectateur, chère spectatrice, qui es arrivé jusqu'ici, je te pose cette question, et toi? Que choisis-tu de semer dans ta vie? Est-ce que tu laisses les autres t'écraser pour maintenir une paix apparente? Est-ce que tu renonces à ton bonheur pour satisfaire les attentes d'un entourage toxique? Ou au contraire, es-tu prêt, à tracer ton propre chemin, à te lever, à dire ça suffit, à reprendre le contrôle de ta vie avec foi, courage et amour? Parce que cette histoire, aussi romancée qu'elle soit, parle d'une renaissance, d'un éveil, d'un changement intérieur. Et chacun de nous mérite de vivre cette transformation. Peu importe le passé. Peu importe les erreurs. Peu importe ce qu'on t'a fait croire. Tu peux te relever. Tu peux recommencer. Tu peux devenir cette version de toi-même que tu pensais inaccessible. Et avant de conclure, je veux te dire, si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti quelque chose de fort, alors laisse ton like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, et surtout, dis-nous dans les commentaires, quelle a été pour toi la plus grande leçon de cette histoire? Quel personnage t'a marqué? Quel moment t'a fait réfléchir? Ton commentaire compte. Ta voix compte. Car ce que nous vivons ici, ensemble, ce n'est pas juste une histoire fictive. C'est un espace d'échange, de partage, de vérité. Et maintenant, laisse-moi t'emmener encore un peu plus loin. Parce qu'il y a une histoire encore plus belle, encore plus vraie, encore plus puissante que celle que tu viens de suivre. Une histoire d'amour inconditionnel, une histoire de salut, une histoire de vie éternelle. C'est celle du plus grand amour que ce monde ait jamais connu. Et elle commence par ces mots, écrits dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, toi qui lis ces lignes, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour que rien ne peut mesurer. Pas un amour conditionnel, pas un amour humain rempli d'intérêt ou de manipulation. Un amour pur, parfait, éternel. Dieu t'aime tel que tu es. Avec tes blessures, ton passé, tes doutes, tes erreurs. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour mourir à ta place, pour porter sur la croix tout ce qui te séparait de lui, ton péché, ton fardeau, ta douleur.